Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quelques réflexions lexicographiques sur le concept de ville en Grèce et à Rome. Marie-Laure, Freyburgergalland. Ce n'est ni du point de vue littéraire ni du point de vue économique que je me placerai dans la réflexion qui a animé ce colloque, mais tout simplement, sur le plan lexicographique, c'est-à-dire celui des mots pour le dire, ou plutôt pour la dire puisqu'il s'agit de la ville, et je noterai d'emblée que tous les mots pour le dire dans nos langues européennes modernes sont féminins comme le sont le plus souvent les entités. La promenade dans la ville que je vous propose se fera en remontant le temps, puisque je partirai du français moderne pour retourner au latin, puis au grec et à l'occasion, à l'indo-européen. I en français. 1. La ville en français. 1.1 Définition de littré. Assemblage d'un grand nombre de maisons disposées par rue et souvent entourées d'un mur d'enceinte, de remparts, de fossés. Le mot apparaît pour la première fois dans les lois de Guillaume le Conquérant au XIe siècle. 4 hommes ou de Burt ou de ville. On remarquera l'association du mot Burt, bourg, mot sur lequel nous reviendrons, et de ville. 1.2 Étymologie. Le mot vient du latin villa, maison de campagne. Beaucoup de villas romaines ou gallo-romaines sont devenues des villages, des bourgs, puis des villes. Cette évolution de sens existe aussi en provençal, mais non en espagnol ni en italien. Le villanus, mot qui a donné vilain en français, villano en italien, désigne celui qui habite sur les terres d'une villa, donc un paysan. Villa serait un diminutif en la de vicus qui, en latin, désigne le quartier d'une ville ou un village, lui-même formé comme le grec o kappa o sigma, maison, à partir de la racine indo-européenne wek, qui semble avoir eu un sens très précis dans la société et l'organisation politique indo-européenne pour désigner une unité sociale plus large que la maison du chef de famille. On retrouve cette racine dans l'indo-iranien vic, maison, village. Vicus a subsisté en italien avec vico, rue, confère vicolo, et wek, la villa, a aussi donné le dérivé villassicus, village, villaggio. Il est intéressant de noter que c'est en remontant à l'origine la plus lointaine de villa-ville, que l'on retrouve le concept sociopolitique de ville, comme ensemble de ses habitants et comme structure d'administration municipale. C'est ce concept qui permet de parler de la ville de Paris, ou de la ville de Mulhouse. Qu'en est-il alors de la cité du Bolwerk ? 2. La cité en français. 2.1 Alors que, toujours selon Littré, la ville est une agglomération considérable de maisons et d'habitants, la cité ajoute l'idée que la ville représente une personne politique qui a des droits, des devoirs, des fonctions. Le mot apparaît pour la première fois aussi au XIe siècle dans la chanson de Roland, « Mur ne cité ni RM à freindre, il ne reste ni mur ni cité à abattre ». On constate que dans ce texte la cité, associée au mur, semble être plutôt l'agglomération concrète que la personne morale. 2.2 L'étymologie de ce mot qui est commun à toutes les langues romanes, est le latin civitas. Notons pour la petite histoire philologique que tandis que les mots cité, città, ciuda sont issus de l'accusatif, carregim civitatem, l'ancien français et le provençal possèdent encore le cas sujet cite et ciu issu du cas sujet nominatif civita. La coexistence est très rare pour les survivants des mots latins en ta, tatis, au contraire de ceux en orl oris. Dans la chanson de Roland, cité est bien issu de civitatem. La latin civitas est lui-même un dérivé abstrait féminin de civis, citoyen. Ce dérivé désigne d'abord la condition de citoyen, puis l'ensemble des citoyens, enfin l'État. Nous voici à la cité-État, mais nous y reviendrons. Civis est issu d'une racine kw, être couché, qui a donné en grec le verbe keima, être couché, et sans doute comme village, et coma sommeil profond, en germanique heim, maison, village, famille, qui va donner l'allemand heim, et mat, l'anglais home et le français hameau. L'élargissement oui du latin civis, de kiwis, permettait sans doute au départ de désigner un membre de la famille, puis le mot est passé au sens officiel de membre de la communauté sociopolitique qui ne s'appelle pas encore cité. Ce mot apparaît avec ce sens dès le latin archaïque, déjà dans les lois des 12 tables, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Si l'on remonte à l'étymologie la plus haute des deux mots français qui expriment le concept de ville et cité,
on s'aperçoit qu'ils dérivent de deux racines indo-européennes évoquant la maison, le village et leurs habitants, c'est-à-dire les premières manifestations de la vie sociale, même s'ils ont pu servir pour définir une structure concrète de construction. 2 en latin. 1. Civitas. Civitas n'est pas plus que le mot cité en français, le seul qui désigne la ville. Et comme nous venons de le voir, le sens premier de ce dérivé de civis est condition ou qualité de citoyen. Comme libertas est la condition de celui qui est libre. C'est le mot qui est utilisé en latin pour désigner le droit de cité. Ce que nous appelons avec un dérivé de citoyen, citoyenneté. Par la suite, et sans doute guère avant Cicéron, le mot prend le sens de ensemble des citoyens, comme en témoigne la phrase du Procestio évoquant l'histoire de l'humanité et la fondation de la société. Tum conventicula hominum, que postea civitat nominata sunt, tum domicilia conjuncta casurbdissimus. Cette phrase montre bien à la fois le parallélisme et l'opposition qui existent entre cité et ville, même si dans l'usage ultérieur civitas est souvent devenu synonyme d'urbs en passant de l'abstrait au concret et notamment dans son opposition à Agé, la campagne. En effet, on trouve déjà chez le même Cicéron, non solum ex agri, verum ex civitatibus sui profugis. À la basse époque d'ailleurs, civitas tend à supplanter aussi bien urbs que oppidum qui n'ont rien donné dans les langues romanes. 2. Oppidum. Ce mot indique en latin une ville fortifiée, puis toute ville par opposition à urbs qui désigne Rome. Il se rattache au grec pédonu, le sol, la terre, et sans doute à la racine pède, la trace. Il est isolé dans les langues occidentales pour désigner une place forte, parallèle au germanique bur, qui a été adopté par le latin tardif sous la forme burgus pour désigner un château fort, chez Végès au IVe siècle, et un bourg chez Isidore de Séville au VIe siècle. Nous retrouvons naturellement ce mot en italien, borgo, en espagnol burgo et dans les dérivés bourgeois borghese, sans compter le faubourg qui est défini par Littré comme le quartier d'une ville en dehors de son enceinte, et n'est pas un falsus burgus comme on l'a cru au XIVe siècle, date à laquelle apparaît l'orthographe faux, par altération de Forbourg, issu de Foris Burgum, en dehors de la ville. De fait, ce mot est apparu au XIIIe siècle sous la forme Forbourg, comme en témoigne le livre des métiers d'Étienne Boileau. Ceux qui justissent ont dedans la ville et dedans les forbourgs de Paris. Oppidum, pour en revenir au latin, désignera donc une ville de province par opposition à Rome et aussi le chef-lieu d'un pays qui, lui, sera exprimé par civitas au sens des apostrophes organisation politique. J'emprunterai encore un exemple à Cicéron, qui parlant de Ségeste et de la Sicile écrit Hoc oppidum, cum illa civitas cum poenis bellare, a Carthaginiensibus captum atque dilitum et. 3. Urbs. Ce mot, vraisemblablement emprunté, n'a aucun correspondant dans les autres langues indo-européennes. Il désigne la ville avec son enceinte. Ainsi dans le De Republica, Cicéron donne la parole à Scipion qui, refaisant l'histoire de l'humanité, indique comment les groupes humains s'établirent en un endroit pour y habiter de façon permanente. Eius modi coniunctionem tectorum oppidum vel urbem appellaverunt, de lubris distinctam spatisque communibus. 9. Il continue en énonçant le principe politique suivant. Tout peuple, omnis populus, c'est-à-dire la multitude que forme un groupe tel que je l'ai décrit, toute cité omnis civitas, que est constitutio populi, c'est-à-dire ce qui constitue un peuple, toute république, omnis res publica, c'est-à-dire la chose du peuple, populi res, doivent être dirigés selon un certain dessein. Premier penseur politique romain dont les écrits nous soient parvenus, Cicéron distingue bien ici urbs et civitas. La notion d'enceinte semble bien liée à urbs comme le suggèrent les vers de Virgile concernant la fondation de la future Ségeste par Énée en Sicile. Interea Eneas urbem designa aratro, sortitur que domos. C'est d'ailleurs dans ce rituel de fondation que puisent les étymologistes anciens pour expliquer urbs. Le premier, Varron à la même époque que Cicéron dans son De Lingua Latina explique le rite de fondation par le sillon d'enceinte circulaire, rapproche le cercle orbis du nom de la ville urbis et écrit Quer et oppida que prius erant circumducta aratro, ab orbe et urvo urbe. Notons que le même Varron avait rapproché peu avant urvum, manche de charrue, de l'adjectif curvus, courbe, à cause de sa forme recourbée.
D'autres affirment que urbs serait de la même famille que le verbe urver, quelquefois écrit urbar, dérivé de urvom, tracer un sillon. Ainsi dans le digeste du VIe siècle après Jésus-Christ, on trouve la définition urver égale aratro définir, délimité par la charrue. Festus avait déjà précisé au IVe siècle qu'urbs venait abeo sulco qui fit tourber condinda urvo aratri. Cette étymologie populaire paraît très répandue et s'être forgée à partir des légendes de fondation de villes, comme celle de Ségeste, et plus tard bien sûr celle de Rome. Or dans ce contexte très concret, c'est toujours urbs que l'on trouve chez Tite-Live, par exemple avec les expressions urbem condere, ab urbe condita. On trouve ainsi au début de son histoire qui s'appelle justement ab urbe condita. Sed de Bébature, Utopinor, fati tanto origo urbis maximic secondum deorum op imperii principium. Il en vient ensuite au problème de population qui se pose à Romulus, comme à tous les fondateurs de villes, condentium urbe, devant vana magnitudo urbis. Et l'historien de rapporter les termes de l'ambassade aux populations voisines, dont les Sabins. Urbcoc etc. ex infimonasci. D'un sua virtus assedi iuv manias ob sibi magnum que nomen facere. On voit là que urbs tente à prendre une valeur morale sinon politique qui pourrait être dévolue à civitas. Mais dira-t-on, Rome n'est pas encore un ensemble structuré de cives. D'ailleurs les Sabins et les autres voisins viennent en foule, studio videndo novoe urbis. Et Tite-Live donne une bonne définition de ce qu'est une ville. Cum situm meniac et frequentem tectis urbem vidis, miranturtam brevirem romanam crevis. Pour en terminer avec urbs, notons que ce mot s'oppose à rue, comme nous avons vu civitas s'opposer à age, la campagne, et le dérivé urbanus de la ville s'oppose à rusticus de la campagne et prendra le sens de poli, distingué, spirituel, comme le français urbain qui s'oppose à rustre. Remarquons enfin que si urbs n'a rien donné dans les langues romanes, peut-être parce que c'était un monosyllabe, il n'en est pas de même de urbanus avec urbain, en italien urbano, urbanisme, urbanité, même si ces mots sont d'origine savante. Mais nous allons voir que dans l'histoire de la langue latine, l'influence du grec a été déterminante dans la répartition des emplois respectifs de civitas et d'urbs qui ont repris l'essence des deux mots grecs qui désignaient la ville, piolambda sigma et asti que nous étudierons pour terminer. 3 en grec. Les Grecs disposent dès l'époque archaïque de 2 mots pour désigner la ville. Asti. Ce vieux mot mycénien, ou asteu, apparaît sur des tablettes du milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ. On peut le rapprocher du sanskrit vastu, emplacement. Dévionné du verbe v. Pour le sens, asti correspond donc à stat, de la racine sta, placé qui a donné tant de mots dans les langues indo-européennes, et désigne un emplacement, c'est-à-dire une agglomération urbaine sans autre indication. Ce mot est déjà en voie de disparition chez Homère et n'est plus guère employé que sous cette forme de nominatif accusatif singulier, car asti est un mot neutre. L'autre mot, piolambda sigma, l'emporte déjà avec 2 fois plus d'exemples dans l'Iliade et encore plus dans l'Odyssée. Astai disparaît complètement chez Hésiode, et n'est plus guère utilisé en poésie que par imitation d'Homère, chez Pindare et Échille notamment, et en prose athénienne uniquement pour désigner Athènes intramuros. Pôle sigma. On trouve déjà pôle sigma sur les tablettes mycéniennes sous la forme ptol sigma, utilisée aussi par Homère pour désigner sans doute une forteresse. On rapproche ce mot du sanskrit pur et du lituanien pilis qui ont ce sens. Certains y voient une forme de la racine indo-européenne pelple, celle de remplir qui a donné plénus, plein, foule, viel, piolis, etc. Ce serait donc un collectif féminin en is désignant dès l'origine un rassemblement, une communauté, ce qui explique l'évolution très précoce vers le sens de cité-État, avec la valeur de communauté politique et religieuse. Contrairement au latin civis, le citoyen n'est pas premier en Grèce. C'est la cité qui par dérivation a donné le citoyen, par addition d'un suffixe de nom de métier. Pour les Grecs, c'est donc un métier que d'être citoyen, je paraphrase là le titre de l'ouvrage de C.L. Nicolet, le métier de citoyen à Rome. 2. Piolambda sigma et asti.
2.1 chez Homère. À titre d'exemple, j'ai choisi un passage de l'Odyssée. Tout le monde connaît l'accueil du naufragé Ulysse sur l'île des Phéaciens par Nausicaa, la fille du roi. Ignorant tout de la contrée où la tempête l'a porté, Ulysse dit à la princesse qu'il ne connaît pas les hommes qui habitent, tant Piolandave Kapai Ave Sigma, cette ville et cette terre, et lui demande de lui montrer le chemin de la ville, Asti Demuo. Nausicaa répond en écho, et Microétéran Piolandanu, ce sont les Phéaciens qui occupent cette ville et cette terre, après lui avoir promis Asti Detoo. J'ai traduit les deux mots par ville, mais on voit bien que Aston représente la ville plutôt comme ensemble architectural, tandis que Piolanda Sigma désigne la communauté des habitants. La cité des Phéaciens est chez Homère une cité idéale, mais elle présente déjà, au 8e siècle, les caractéristiques des cités-États ultérieures, organisation politique et structure sociale. Celle-ci se manifeste aussi par l'architecture puisque lorsqu'Ulysse entre en ville, il admire Epeonagoras Macra, Ipsela, Scolanda Opes Nuarpota. Dans le périple d'Ulysse, elle s'oppose radicalement au mode de vie des Cyclopes décrit par le héros dans le récit qu'il fait aux Phéaciens de ses aventures. Kaiklopon deltae hyperphalon, betaoilef opooit temstes, oloi gamma ipselove opéon carena, anspe zemstoyeux et castosigma, ed alochon-oïd le long à l'égoïs. Nous remarquons dans les deux premiers vers le même verbe venir, arriver que dans l'Odyssée mais seul et non plus le couple, pôle nu. Nous avons là, en creux, les caractéristiques d'une pôle sigma, c'est-à-dire les maisons et places publiques. Agora signifie chez Homère à la fois assemblée et place publique, où se réunit l'assemblée et où se tient le marché, c'est-à-dire le centre de la vie politique et économique mais aussi structure politique, juridique et administrative qui fondent la société civile. 2.2. Chez Thucydide. Voici un autre exemple, classique celui-là, emprunté à la guerre du Péloponnèse de Thucydide, historien du 5e avant Jésus-Christ, qui évoquant le rapatriement intramuros des habitants de l'Attique menacés d'invasion, rappelle la fondation d'Athènes par Thésée. Selon lui, avant l'intervention de Thésée, les habitants de l'Attique habitaient Catapole Techoïsa Ape Kionta. Thésée réorganisa la région et supprima Ton alion Poléon Tate Betaoui le P alpha Archas Nin Piolandanu, OY. Piolanda Sigma désigne ici de très petites entités. Il s'agit des bourgs de l'Attique. Toujours selon Thucydide, la cité Piolanda Sigma ancienne d'Athènes était constituée essentiellement de l'acropole, Acropiosigma, ville haute actuelle et des delta Athènes Pala Antotei et Acropiolanda Sigma Mesher Tudet, Ip Piolanda. 30. Cependant, comme je le disais plus haut, pour désigner Athènes, c'est habituellement Asti qui est utilisé. Thucydide l'emploie un peu plus loin pour évoquer l'arrivée en ville des habitants des campagnes. Épée de Teesto Asti. Cet Asti, il l'avait défini comme muni d'une enceinte et il appelle Professoro Astonu, faubourg, ce qui est devant la ville, ce qui se trouve au-delà de cette enceinte. Le même Thucydide définit la Piolanda Sigma en disant la cité ce sont des hommes, Andres Gaer Piolanda Sigma, et non des murs vides d'hommes. Chez Aristote, l'expression antei piol désignera subtilement les habitants d'une ville et non exclusivement les citoyens. Dans la Constitution, un dérivé de poltès, athénienne en effet, il y a plusieurs catégories de membres de la Piolanda Sigma. Et de fait un concept fondamental du vocabulaire politique grec et signifie droit de cité-citoyenneté, comme civitas, mais aussi constitution, régime politique, voire démocratie, c'est-à-dire respublica. Il ressort en outre de quelques études menées dans les années 1980 que les rares emplois des Asti désignent Athènes pour les Athéniens et que cette Piolanda Sigma qui désignera Athènes pour des étrangers ou des villes étrangères pour des Athéniens, mon Astu, Sapoli, de M. Kassevitz. Cette distinction semble confirmée dans les emplois plus tardifs que j'ai relevés chez mon écrivain favori, auteur d'une histoire romaine en langue grecque, Dion Cassius, qui a vécu au IIe siècle de notre ère. Chez lui Asti c'est Tourbes Roma, et Antoaste ce sont les Romains de Rome, ceux de la ville. Parlant de la fondation de Rome, il écrit « To ton Asti Pepolanda Estea » avec un verbe dérivé de Piolanda Sigma pour construire, une ville.
Notons aussi qu'il traduit Urbem Condere par Piolanda nu 38, pour évoquer la fondation de Lavinium par Aîné. Nous voyons donc qu'il n'y a pas adéquation entre les deux couples Urbs, Civitas et Asti, Piolanda Sigma pour lesquels la distinction concret abstrait est simpliste et ne rend pas compte de l'histoire des mots. En grec moderne, les deux mots subsistent et coexistent avec des acceptions très voisines. Ainsi mon dictionnaire de grec moderne donne pour Asti cité, ville, et pour Piolanda Sigma ville, cité. Un poète contemporain, Christophe Samoïlidis, a publié en 1959 un poème intitulé Tout Asti, la ville, où il est question de maisons, de rues, d'embouteillages et de klaxons qui se déchaînent comme un infarctus au cœur de la cité. Amphraghmasten tou astéos, c'est le dernier vers du poème. En conclusion de cette promenade qui nous a menés de la place Asti, Stadt, à la place forte, Oppidum, Bure, peut-être Piolanda Sigma, de la maison de campagne, villa, ou hameau, Heim Civitas, je ferai simplement cette constatation. Il n'y a pas de mot pour désigner le concept de ville en indo-européen. Les indo-européens sont des nomades et lorsqu'ils se sont sédentarisés, installés, ils ont utilisé des mots qui désignaient simplement l'emplacement ou qui évoquaient déjà un système de défense. Mais ils possédaient déjà le vocabulaire des structures sociales et ont pu lui emprunter des mots désignant la cellule sociale minimale, la famille, élargie au clan, à la tribu et à l'ensemble d'une communauté. C'est peut-être le cas de Civis et de Piolanda Sigma qui ont l'un et l'autre donné tout le lexique de la cité, au sens moral, social et politique, jusque dans les langues modernes. La ville et les villes d'Italie dans les satires de Juvénal, approche sociologique et morale. Aude Lehmann. Poète satirique dont l'œuvre fut publiée après la mort de Domitien, 96 APR. J.C., sous les principats de Trajan et d'Adrien, entre les années 100 et 130 de notre ère, Juvénal est connu pour avoir brossé un tableau féroce de Rome, de ses habitants, de ses empereurs en des termes extrêmement durs qui font que certaines sentences frappantes sont restées durablement gravées dans nos mémoires. De fait, la verve de Juvénal s'est exercée non seulement contre la capitale de l'Empire mais aussi contre Albe, résidence favorite de Domitien, et contre toute une cascade de cités gréco-orientales dont une partie de la population avait émigré dans l'VRBS. On oublie parfois qu'en contrepoint Juvénal évoque avec une certaine sérénité une multitude de petites villes italiennes où il fait bon vivre, et dont les mœurs paisibles et exemplaires constituent un flagrant contraste avec les nuisances insupportables et les écarts de conduite scandaleuses observés dans une Rome devenue en quelque sorte la Babylone de tous les vices. Juvénal renouvelle ainsi le thème rebattu de l'opposition entre la débauche urbaine et la vertu campagnarde, en mettant systématiquement en regard une peinture sévère de la ville éternelle, et une esquisse attendrie des petites localités de la péninsule. De fait, dans l'œuvre de Juvénal, la mention des villes d'Italie est d'abord indissociable d'un projet littéraire et d'une vocation affirmée de poète satirique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.